C'était censé être un simple contrôle de routine, du moins c'est ce qu'affirma l'agent. Mais ce qui aurait dû être une formalité se transforma en quelque chose de bien plus grave lorsque ce policier, animé par un ressentiment silencieux, croisa le chemin du mauvais homme. Nathaniel Duval, lieutenant-colonel de l'armée française, calme et discipliné, ne faisait que rentrer dans sa ville natale pour rendre visite à sa sœur. Mais, au lieu d'un accueil chaleureux, il reçut une balle. Ce que l'agent ne savait pas, c'est que l'homme sur qui il venait de tirer n'était pas un inconnu, pas un homme ordinaire. Il appartenait à quelque chose de bien plus grand qu'un uniforme bleu. Ce qui allait suivre serait une collision brutale entre l'orgueil, l'injustice et des conséquences qui atteindraient jusqu'au bureau du ministère de la Défense. Ce n'est pas qu'une histoire, c'est un réveil brutal. Et la fin, personne ne l'avait vu venir. Nathaniel roulait dans les rues calmes de Villefranche-sur-Loire, un village tranquille que le temps semblait avoir épargné. Les arbres aux teintes d'automne se penchaient légèrement sous le poids des feuilles dorées, et les trottoirs étaient parsemés de feuilles mortes que le vent faisait danser. Le clocher sonnait doucement l'heure, rappel discret d'un rythme de vie lent, presque suspendu. Il venait de sortir d'une petite boulangerie artisanale qui n'avait pas changé depuis son adolescence. Il avait acheté des chouquettes et une tarte tatin, les préférées de ses nièces, avec un sourire discret, saluant la boulangère qu'il avait reconnue sans le dire. Ce jour-là, il n'était pas en uniforme. Pas de décoration, pas de médaille, rien qui indiquait son grade ni ses années de service en opération extérieure. Juste un blazer gris bien repassé, un jean foncé et une paire de mocassins. Il aurait pu passer pour n'importe qui, et c'était précisément ce qu'il aimait lorsqu'il rentrait. Être juste Nathaniel, le grand frère de Claire, l'oncle gâteau, celui qui racontait des histoires incroyables au coin du feu. La maison de sa sœur se trouvait à peine à 8 minutes en voiture, nichée dans un quartier résidentiel paisible, non loin de la rivière. Claire, veuve depuis 1 an, élevait seule ses 2 filles. Nathaniel avait pris l'habitude de venir tous les mois, autant pour les soutenir que pour s'ancrer lui-même dans quelque chose de plus doux. Il avait vu trop de conflits, entendu trop d'explosions, tenu dans ses bras trop de soldats en sang. Ici, le silence avait une valeur inestimable. Mais ce jour-là, ce silence allait être brisé. À un croisement, alors qu'il ralentissait, une voiture de police banalisée s'approcha lentement. À l'intérieur, l'agent Julien Morel, un homme d'une 40aine d'années au regard méfiant, scrutait la rue d'un air absent. Quand il vit Nathaniel au volant de son SUV noir, immatriculé dans une autre région, quelque chose en lui se tendit. Il fronça légèrement les sourcils, puis jeta un regard rapide dans son rétroviseur intérieur. Un homme noir, seul, dans un quartier presque exclusivement blanc, dans une voiture propre, conduite calme. Pour Morel, cela suffisait. Ce n'était pas la première fois qu'il suivait ce genre d'intuition. Sans réfléchir davantage, il freina brusquement, fit demi-tour au milieu de la rue et enclencha les gyrophares. Aucune urgence, aucun appel radio, juste un choix personnel, guidé par un sentiment qu'il n'avait jamais vraiment appris à interroger. Dans son rétroviseur, Nathaniel vit les lumières rouges et bleues clignoter. Il soupira, ferma brièvement les yeux, puis serra les mains sur le volant. Ce n'était pas nouveau. Ce ne serait probablement pas la dernière fois. Même après des années à servir son pays, à défendre des vies, à porter les valeurs républicaines, il savait que cela ne le protégeait pas de certains regards. Il alluma son clignotant droit, se rangea doucement sur le bas-côté, coupa le moteur, baissa la vitre à moitié et posa calmement ses mains bien en vue sur le haut du volant. Il connaissait le protocole et il le suivait à la lettre. Ce n'était pas par peur, mais par discipline. Il savait que dans certaines situations, l'attitude pouvait faire la différence entre la parole et la violence. L'agent Morel sortit lentement de son véhicule, sa main déjà posée sur le bouton de son étui. Il n'avait aucune idée de qui il s'apprêtait à interpeller. Pas de signalement, pas de flagrant délit. Juste cette impression fugace qui, chez lui, prenait la forme d'une certitude. Il avançait d'un pas assuré, presque théâtral, jetant un regard circulaire autour de lui comme s'il entrait sur une scène. Ses doigts effleurèrent la crosse de son arme, par habitude ou par précaution excessive. Peut-être les deux. Dans son esprit,
Il s'était raconté une histoire. Celle d'un homme suspect, peut-être un trafiquant, peut-être un voleur, quelqu'un qui n'avait rien à faire là. Et il fallait bien que quelqu'un fasse le ménage. Il se disait souvent qu'il sentait les choses avant qu'elles ne dégénèrent. Il appelait ça l'instinct de la rue, comme s'il avait été formé dans une jungle urbaine où le danger était partout. Mais au fond, cet instinct n'était qu'un vernis. C'était du pouvoir. Il s'approcha de la voiture, ses bottes claquant sur l'asphalte dans un rythme sec, mécanique, comme un tambour de guerre qui annonçait une tension invisible. Nathaniel resta immobile, le dos droit contre son siège, les épaules détendues, le regard fixé droit devant lui. Les pâtisseries posées à côté sur le siège passager diffusaient encore une légère odeur de sucre et de pommes caramélisées. Dans les haut-parleurs, un morceau de jazz fluide glissait en sourdine, une contrebasse paresseuse accompagnant des notes de piano désinvoltes. Un moment paisible qui semblait totalement déconnecté de la scène qui se déroulait. Morel ne dit pas bonjour. Il ne s'annonça pas. Aucune formule de politesse, aucun ton neutre comme l'exigeait le protocole. Juste une voix sèche, brute, coupante. Vos papiers. Nathaniel tourna la tête doucement, sans brusquerie. Son visage demeura calme, impassible. « Bonjour, agent. Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il en articulant bien, avec ce ton maîtrisé qu'il avait appris au fil des années. Pas de réponse. Juste un regard dur, comme s'il le jaugeait, comme si chaque mot, chaque respiration pouvait être interprété comme une menace. Morel le scruta longuement avant de lâcher, d'un ton brusque. « Vous êtes du coin ?» Nathaniel hocha légèrement la tête. « Je rends visite à ma sœur. Elle habite à 2 rues. » Morel croisa les bras, toujours debout, légèrement penché vers la vitre. « Adresse. Rue des Lavandes, Claire Duval. » Un rictus s'étira un instant sur le visage de l'agent. Pas un sourire. Un ricanement presque moqueur, alors qu'il répéta sans émotion. « Vos papiers. » Nathaniel annonça chaque mouvement. « Je vais prendre mon portefeuille dans la portière, à ma gauche. » Il attendit une seconde, puis, lentement, ouvrit la poche latérale et sortit le portefeuille en cuir brun. Morel ne fit pas un geste pour l'aider. Il observa, yeux plissés, chaque doigt, chaque geste, comme s'il attendait un faux pas. Il prit le permis, le papier d'assurance, le regarda attentivement, vérifia les noms. Il lut lentement. « Chalon-sur-Saône. » Il releva les yeux, un pli moqueur entre les sourcils. « Ça fait loin. Et qu'est-ce qui vous amène ici ?» Nathaniel répondit calmement. « Comme je l'ai dit, la famille. » Morel pencha la tête. « Famille. Puis ses yeux se fixèrent sur un petit porte-clés suspendu au rétroviseur intérieur. Un insigne métallique discret à moitié caché par le reflet. Il le pointa du menton. « Vous êtes militaire, hein ?»« Oui, lieutenant-colonel. » Il y eut un temps de silence. Ce genre de réponse, d'habitude, imposait le respect. Mais chez Morel, cela produisit l'effet inverse. Quelque chose en lui se raidit. Il pinça les lèvres. « Vous ne vous comportez pas comme un officier, » dit-il d'un ton accusateur. « Trop sûr de vous, comme si vous étiez au-dessus de tout ça. » Nathaniel fronça légèrement les sourcils, mais son ton resta posé. « Je veux juste rentrer sain et sauf, monsieur, c'est tout. » Le silence entre eux devint plus lourd, plus dense. Puis, abruptement, « Descendez du véhicule », ordonna Morel. Nathaniel comprit aussitôt. Ce n'était pas une vérification, ce n'était pas une précaution, c'était une manœuvre de domination, un désir de tester les limites. Il respira doucement, ouvrit lentement la portière et sortit, les mains bien en évidence, paumes tournées vers l'agent. Pas de brusquerie. Il avait appris depuis longtemps que les gestes lents sauvent des vies. Il se tenait maintenant debout, sur l'asphalte encore tiède du début d'après-midi, la lumière du soleil dessinant son ombre droite sur le bitume. « Vous avez une arme sur vous ?» demanda Morel en croisant les bras. « Non, » répondit Nathaniel sans hésitation. « Sûr ?»« Certain. »« Tournez-vous, main sur le capot. » Nathaniel hésita une fraction de seconde, pas par peur, mais par cette morsure intérieure que seuls comprennent ceux à qui on retire la dignité goutte après goutte. Il se retourna pourtant, posa ses mains à plat sur le capot encore chaud du SUV. Morel s'approcha lentement, ses yeux balayant son dos, son pantalon, ses épaules, comme s'il espérait trouver quelque chose qui justifierait cette mascarade. Ses doigts ne touchèrent pas Nathaniel, mais la tension de son regard était palpable. « Trop calme, marmonna-t-il. Ça me rend nerveux. » Nathaniel ne répondit pas. Il savait que tout ce qu'il dirait pourrait être mal interprété, amplifié,
retournée contre lui. Le silence était parfois la seule forme de résistance. « Retournez-vous » ordonna Morel. Nathaniel se retourna lentement. Ils se firent face. 2 hommes, 2 regards. L'un agressif, envahi par le besoin de dominer. L'autre résolu, droit, sans haine, mais sans soumission. « Vous ne venez pas d'ici » lança Morel. « Je vous ai dit pourquoi je suis là. »« Non » siffla-t-il, les mâchoires serrées. « Vous pensez que vous avez le droit d'être ici. C'est différent. » Nathaniel sentit son souffle se bloquer un instant. Il savait exactement ce que cela signifiait. Il avait entendu cette phrase tant de fois, sous différentes formes, dans différentes langues, sur plusieurs continents. Mais ici, chez lui, dans son propre pays, cela piquait plus fort. Il leva légèrement les mains, calmement, puis dit d'une voix posée « Je vais enregistrer cette interaction. » Morel se figea. Son regard se durcit encore plus. « Je prends juste mon téléphone, dans la poche intérieure de ma veste. »« Ne bougez pas. » Nathaniel ne fit aucun mouvement. « Il est juste là. Je veux juste filmer. » J'ai dit « Ne bougez pas. » Nathaniel savait ce qu'il risquait. Il l'avait toujours su, même s'il avait espéré, au fond, que ce genre de situation ne lui arriverait jamais. Pas ici. Pas maintenant. Mais il ne voulait pas que sa mort soit un silence de plus. Il ne voulait pas être un nom effacé, une statistique froide. Il voulait, au moins, que sa version existe, qu'une preuve demeure. Alors, avec une lenteur calculée, il glissa sa main vers l'intérieur de sa veste, paume ouverte, mouvement visible. « C'est un téléphone », dit-il clairement, la voix calme, presque solennelle. Uniquement ça. Mais dans l'espace réduit entre la peur et le pouvoir, une décision bascule vite, trop vite. « Arme !» cria Morel d'un ton paniqué, comme s'il cherchait à convaincre plus qu'il ne constatait. Et la détonation retentit. Une seule balle, tirée à bout portant. Le bruit claqua dans l'air paisible du quartier, comme un coup de tonnerre qui déchire le ciel sans prévenir. Les oiseaux dans les arbres s'envolèrent d'un seul mouvement paniqué. Une voisine referma violemment ses volets. Le corps de Nathaniel se plia sous l'impact, comme frappé par un marteau invisible. Il recula d'un pas maladroit, les jambes déjà fléchies, puis vacilla. Ses yeux s'agrandirent de stupeur plus que de douleur. Il s'effondra contre sa voiture, le flanc heurtant brutalement la portière, puis glissa au sol. Le téléphone, petit objet inoffensif, s'échappa de sa main, rebondit une fois sur le trottoir, roula lentement et s'arrêta dans une flaque rouge qui s'élargissait. Son écran brillait faiblement avant de s'éteindre. La musique de jazz s'interrompit en un grésillement triste, coupé net comme une conversation brutalement arrêtée. Le vent reprit possession de la rue, balayant les feuilles mortes autour du corps inerte. Morel, l'arme encore tendue, baissa lentement son bras, la respiration courte, irrégulière. Son cœur battait fort, mais son esprit était vide. Il vit le téléphone. Il vit l'homme au sol. Il vit l'absence d'armes. Et dans ce silence qui suivit, un doute, un effroi, une réalisation. Il venait de tirer sur un homme non armé. Un homme qui n'avait rien menacé, rien fait, rien provoqué. Un homme en visite chez sa sœur. Un héros. Pas un suspect. Claire Duval, alertée par le bruit sec de la détonation, ouvrit précipitamment la porte de chez elle. Elle descendit les marches en courant, pieds nus, un torchon encore à la main, et ce qu'elle vit la coupa net dans son élan, son frère. Au sol, une flaque de sang. Un policier debout, l'arme encore à la ceinture. Elle hurla. « Non, Nathaniel !» Elle courut vers lui, glissa à moitié sur le trottoir, tomba à genoux près de son corps. Elle posa ses mains sur lui, sans savoir où appuyer, paniquée, cherchant d'où venait la blessure, comment l'arrêter, comment l'empêcher de s'éteindre. « Mon Dieu, Nathaniel, reste avec moi. Je suis là. Tu m'entends ?» Il ouvrit faiblement les yeux. Son regard était flou, mais il la vit. Il essaya de parler. Un murmure inaudible franchit ses lèvres. Elle approcha son oreille, mais il n'y eut rien d'autre. Ses doigts tremblants caressèrent sa joue. « Tiens bon, je t'en prie. » Les sirènes finirent par se faire entendre, mais elles semblaient venir d'un autre monde. L'ambulance arriva. Trop lentement, toujours trop lentement. Les agents descendirent. L'un courut vers Nathaniel, vérifia les signes vitaux, appela d'une voix rapide l'équipe médicale. Claire fut repoussée doucement, couverte de sang, le souffle coupé, les mains rouges. Ils le placèrent sur une civière, posèrent des électrodes, branchèrent une perfusion. Claire grimpa dans le véhicule d'urgence, serrant les sangles d'un brancard vide, le visage figé. Tout s'était figé. Son monde, son avenir,
sa certitude qu'ici, il serait protégé. À l'hôpital de Villefranche, elle attendit. Les minutes furent longues, les heures pires encore. Elle s'assit sur une chaise en plastique bleu, trop dure, trop froide. Ses manches étaient rougies du sang de son frère. Elle les serrait contre elle, comme si cela pouvait le garder en vie. Une infirmière finit par sortir. « Il est en chirurgie, dit-elle. Nous faisons tout notre possible. » Claire hocha la tête, sans dire un mot. Pas de larmes, pas encore. Juste un silence ancré dans l'abdomen, lourd comme le béton. Les heures passèrent. À 21h12, un chirurgien sortit enfin. Il portait encore sa blouse tachée, ses gants dans la main, son regard vide de tout espoir. Il avança lentement, s'arrêta à quelques pas de Claire. « Je suis désolé, dit-il. » Claire sentit ses jambes lâcher. Elle tomba à genoux. Le sol était dur, mais elle ne le sentit même pas. La nouvelle se répandit rapidement, comme une traînée de poudre soufflée par la colère. Un lieutenant-colonel tué par la police, un héros de l'armée française abattu dans une petite ville tranquille. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Les réseaux sociaux explosèrent. Les anciens camarades de Nathaniel publièrent des photos, des témoignages. Il n'était pas un inconnu. Il avait servi sur plusieurs continents. Il avait dirigé des missions humanitaires. Il avait décoré des tombes, élevé des enfants orphelins de guerre. Le ministère de la Défense fut alerté immédiatement. Dans un bureau aux murs sobres, le général Louise Renaud reçut le rapport. Mentor de Nathaniel depuis sa sortie de Saint-Cyr, elle lut chaque ligne avec des sourcils froncés. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne laissa rien paraître. Puis, elle décrocha son téléphone. Sa voix, quand elle parla, était tranchante comme une lame froide. Elle appela le ministre, puis le président, puis le procureur général. « Ce ne sera pas enterré, dit-elle. Pas cette fois. » Le procès s'ouvrit 3 mois plus tard. Le froid de janvier n'avait pas réussi à calmer les tensions. Devant le tribunal de Villefranche-sur-Loire, une foule immense s'était rassemblée. Des journalistes, des citoyens venus de toute la France, des familles portant des pancartes avec le visage de Nathaniel imprimé en noir et blanc, et des vétérans alignés, tenus impeccables, médailles au revers, visage grave. Une tension flottait dans l'air, faite de silence contenu, d'espoir mêlé à la colère. Dans la salle d'audience, c'était le silence qui frappait le plus. Une salle comble, debout pour beaucoup. Sur le banc des plaignants, la famille Duval au grand complet. Claire, droite comme une flèche, tenait dans ses mains une photo de son frère encadrée de noir. Autour d'elle, des officiers en uniforme étaient venus témoigner de qui il était. Certains avaient servi avec lui au Mali, au Liban, en Guyane. D'autres avaient été ses élèves, ses hommes. Tous avaient les yeux rouges, mais aucun ne flanchait. L'agent Julien Morel entra menotté, pâle, tremblant, amaigri. Sa veste pendait sur ses épaules comme un vêtement trop grand. Il ne regarda personne, même pas sa propre famille. Le procureur ouvrit les débats avec une voix calme mais implacable. Il présenta d'abord le téléphone, l'objet qui avait été retrouvé taché de sang. Il le posa dans une boîte transparente au centre du tribunal. « C'est cela qui l'a tenu, déclara-t-il. Et pour cela, il a été abattu. » Les images de vidéosurveillance furent montrées. Les témoins furent appelés. Une voisine qui avait entendu le coup de feu. Un jeune homme qui avait tout vu depuis sa fenêtre, téléphone à la main, cette fois prêt à filmer. « Il n'a jamais levé la voix. Il n'a jamais crié. Il n'a jamais résisté, déclara-t-il. C'était un homme calme. Il a tout fait comme il fallait. » La défense invoqua la peur. L'adrénaline, l'instinct, le stress du métier. Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Aucun échange violent, aucun mouvement brusque, aucune arme, rien qu'un homme noir posant ses mains à plat sur un capot, expliquant calmement ses intentions. Le procureur insista sur chaque détail. Pas de lutte, pas de menace, juste une volonté d'exister en sécurité, juste un citoyen respectueux qui a fait tout ce qu'on lui avait appris. La salle, silencieuse, se crispait à chaque mot. Certains pleuraient déjà. Puis vint le moment du verdict. Le jury délibéra peu de temps. Quand ils revinrent, chacun portait une expression figée, lourde. Le chef du jury se leva. Coupable, meurtre au 1er degré. La salle éclata. Pas d'applaudissements, pas de cris, juste des sanglots, des soupirs. Un souffle collectif comme si toute la salle s'était retenue de respirer depuis des mois. Claire, les mains tremblantes, serra contre elle la photo de son frère. Son frère qui aurait dû vieillir entouré des rires de ses nièces.
Justice, pensa-t-elle. Pas une victoire, juste justice. À la lecture de la sentence, le juge, un homme d'une 60aine d'années au regard fatigué, s'éclaircit la gorge. « Julien Morel, dit-il d'une voix grave, vous avez tiré sans raison. Vous avez ôté la vie à un homme d'honneur, à un citoyen exemplaire, à un frère, un fils, un soldat. Vous avez souillé votre uniforme. Vous avez trahi la promesse faite à la République. » Un silence glacial tomba. « Je vous condamne à la peine maximale prévue par la loi. » Il s'arrêta une seconde. La peine de mort. Un gémissement secoua la salle. La France entière fut secouée. Les chaînes interrompirent leur programme pour annoncer la nouvelle. Les débats éclatèrent dans les rues, dans les écoles, à la radio. C'était la première fois qu'un agent des forces de l'ordre était condamné pour meurtre raciste, avec une sentence capitale. Un choc, un précédent. Mais plus encore, un symbole venait de naître. Dans les semaines qui suivirent, la France se transforma. À Chalon-sur-Saône, un mémorial fut érigé en plein centre-ville. Une statue de bronze, représentant un homme debout, tenant dans sa main non pas une arme, mais un téléphone. Son regard tourné vers l'horizon. Autour du socle, on pouvait lire. Il voulait simplement rentrer chez lui. Des écoles portèrent son nom. Des lois furent débattues à l'Assemblée nationale, sur les contrôles aux faciès, sur les caméras piétons, sur les procédures d'usage de la force. Des mouvements citoyens se levèrent. Des campagnes de sensibilisation fleurirent. Et lentement, la société s'interrogea, pas seulement sur Morel, mais sur tous les autres silences, toutes les autres morts ignorées. Le nom de Nathaniel Duval fut cité dans des discours présidentiels, inscrit sur des plaques, répété dans les rues, pas comme une simple tragédie, mais comme un rappel, un phare dressé au-dessus de la tempête, l'homme qui croyait encore en la justice, même lorsque la justice ne croyait plus en lui. 1 an jour pour jour après le drame, une cérémonie fut organisée sur les marches de l'Assemblée nationale. Il pleuvait légèrement. Une foule silencieuse, parapluie fermé, laissa l'eau couler sur leurs visages. Claire Duval monta lentement les marches, vêtue de noir, tenant dans ses mains un objet familier, le téléphone de son frère. Elle le leva bien haut, à la vue de tous. « Il est mort en tenant ça, dit-elle. Pas une arme, pas une menace. Un téléphone, une preuve, une vérité. » Elle marqua une pause. Sa voix était ferme. « Et vous l'avez enfin regardé. » Elle regarda le président droit dans les yeux. « Maintenant, que ferez-vous de cette vérité ?» Un silence tomba. Puis quelqu'un dans la foule cria « On vous voit, Nathaniel !» D'autres répétèrent « On vous voit !» Une vague humaine de voix. « On vous voit !» Comme une prière, comme une promesse. Et tandis que Claire descendait lentement les marches, des larmes coulant sans bruit sur ses joues, un homme en civil s'approcha discrètement. Il posa dans sa main un insigne militaire, ancien, usé, celui de Nathaniel, qu'il avait retrouvé sur le sol ce jour-là. Claire le serra contre elle, ferma les yeux. Le tonnerre gronda au loin. Mais cette fois, ce n'était pas la peur. C'était une réponse. Un monde qui changeait. Un monde qui, enfin, écoutait. Et quelque part dans le cœur de millions de gens, Nathaniel ne tomba plus jamais.